Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de French Morning, webinaire hebdomadaire, avec à nouveau nos amis de KPMG qui vont venir nous livrer leur expertise. Alors cette fois, contrairement à ce qu'on a fait dans le passé avec KPMG, on ne va pas seulement parler de fiscalité, on en parlera sans doute un peu, mais pas seulement. On a un sujet finalement plus vie quotidienne, j'allais dire, et en tout cas installation, puisque il s'agit de répondre à vos questions sur tout ce qu'il faut prévoir au moment où on s'apprête à déménager, au moment où on arrive dans un nouveau pays. Évidemment, c'est un sujet éminemment d'actualité parce qu'on le sait, hein, on voit dans les chiffres, les chiffres de lecteurs sur French Morning, mais aussi les gens qui se renseignent dans les consulats, les inscriptions dans les lycées français à l'étranger, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement. Il y a un effet de rattrapage après ce qui s'est passé pendant 2 ans et une sorte de blocage de la pandémie. On attend, et c'est déjà en cours, beaucoup d'arrivées de Français, de nouveaux expatriés aux États-Unis en particulier, au Canada également, et sans doute dans une moindre mesure au Royaume-Uni. Donc, ça va être un sujet très pratique. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Vous pouvez le faire soit en commentaire si vous nous suivez sur le live, sur les réseaux sociaux, soit vous le faites si vous nous suivez sur le Zoom dans le chat, de manière à ce qu'on puisse relayer nos questions auprès de nos deux experts que je vais vous présenter tout de suite. Georges Gans, si vous avez l'habitude des webinaires de French Morning, vous le connaissez déjà, senior partner de KPMG. Georges, bonjour, merci d'être là. Et Christina Cure, qui est senior manager KPMG à New York aussi, habite à New York depuis de nombreuses années, a l'habitude des installations, des déménagements, de la vie d'expat et va pouvoir nous dire justement ce à quoi il faut penser, une sorte de checklist finalement de l'expatriation et de l'installation. C'est cela qu'on va faire pendant cette heure. Et encore une fois, comme d'habitude, la priorité, c'est l'interactivité, c'est pouvoir répondre à vos questions. S'il y a des choses trop techniques, vous pourrez prendre, ou très techniques en tout cas, vous pourrez prendre contact ensuite avec nos experts. Comme d'habitude, on laissera leurs coordonnées. Vous les recevrez par email si vous êtes inscrit. Vous pourrez revoir ce webinaire. Mais en attendant, place au direct et c'est Georges Gans qui prend la main avec Christina et je vous laisse et vous retrouve pour les questions un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci Manuel et merci tous. Bien d'être parmi vous. Encore une fois, avec tout le monde à French Morning, c'est toujours un plaisir. Comme Emmanuel a expliqué, ce qu'on va discuter aujourd'hui, en fait, c'est un peu moins de fiscalité, un peu plus de general knowledge, comme on dit, un peu d'information générale, quel sujet à considérer lors d'un déménagement. Alors, pour ce sujet, je ne suis pas l'expert. Moi, je suis fiscaliste, comme vous savez. Donc, j'ai avec moi Christina Cure, notre senior manager de New York, qui va s'introduire rapidement et prendre la main et guider la discussion. Moi, je vais être là pour modérer, demander des questions, mais c'est Christina qui va guider la plupart de ces discussions. Donc, Christina, à toi de te présenter et de parler à notre audience de ce sujet. Bonjour à tous, merci pour French Morning. Oui, aujourd'hui, on va parler des personnes qui pensent à déménager ou qui viennent de déménager et ont toujours des questions d'une manière fiscale ou d'autres choses à y penser. Donc, je suis très contente d'être avec tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est toujours très impressionnant de partir à l'étranger et travailler dans un pays et découvrir une nouvelle culture. Néanmoins, avec une fabuleuse opportunité, vient beaucoup de préoccupations. Déménager dans un nouveau pays nécessite l'attention à beaucoup de détails, non seulement personnels, mais aussi professionnels. Donc, si vous pensez déménager à l'étranger, vous devez quand même évaluer cette opportunité entre diverses perspectives qui comprennent non seulement quel va être l'impact sur votre carrière, quel ajustement devez-vous faire avec vous et votre famille, et quel va être l'impact financier et fiscal à vous et votre famille. Il faut aussi prendre en compte l'autorisation de travail et obtenir un visa qui peut prendre beaucoup de temps avec des délais. Il ne faut surtout pas entrer dans un pays pour travailler sans avoir le visa et le permis de travail. Pour obtenir un visa, dépendant du pays d'accueil, il est très probable que vous allez devoir passer un examen médical qui peut inclure la radiographie des poumons et examen sanguin.
Quelquefois, vous allez être obligé de prendre un rendez-vous avec des médecins spécifiques du pays et aussi ne pas oublier les vaccins nécessaires. Nous allons donc adresser beaucoup de ces préoccupations avec vous dans cette prochaine heure. Commençons avec votre carrière. L'impact de prendre une affectation internationale sur votre carrière dépendra finalement sur la culture de l'employeur et les besoins de l'entreprise. Nous recommandons que vous preniez conseil avec la gestion hiérarchique et les ressources humaines pour identifier les effets long terme pour votre employeur et les régimes d'utilisation dans le futur pour une personne avec une expérience internationale. Il faut aussi penser avec l'impact qu'il y aura avec votre famille. Déménager dans un autre pays avec une nouvelle culture et une nouvelle langue peut être très stressant. Si votre conjoint, va-t-il devoir quitter son travail? Et votre conjoint aussi, va-t-il avoir le pouvoir de travailler à l'étranger avec un permis de travail? Et si on pense aux enfants, est-ce que le pays d'accueil a un lycée français? Ou peut-être c'est une bonne opportunité de les inscrire dans une école locale pour qu'ils puissent apprendre une nouvelle langue. Alors, du côté financier, quels sont les impacts que l'on doit évaluer, non seulement l'impact financier actuel, mais l'impact long terme? Au niveau actuel, un des principaux éléments serait les dépenses de déménagement qui incluent déménager les affaires personnelles, le coût du voyage pour la famille, le coût de vie dans le nouveau pays, logement, transport, scolarisation pour les enfants et surtout pas oublier les impôts à payer dans le pays d'accueil. Il faudra aussi déterminer si vous allez avoir des coûts en double, comme des coûts de logement dans les deux pays, pensez hypothèque, taxes foncières, et le coût de location dans le nouveau pays et quelles sont vos options pour réduire ces coûts. Il va falloir aussi évaluer comment votre employeur va vous aider financièrement avec un régime de rémunération qui va vous aider à non seulement atteindre vos obligations financières, maintenir votre niveau de vie et continuer de maintenir vos buts financiers personnels. Il faut aussi considérer l'impact long terme sur votre sécurité sociale et votre retraite, et aussi l'augmentation de vos salaires long terme sur la base de votre expérience internationale. Next slide. Si on pense à rémunération, en général, les personnes qui vont travailler à l'étranger sont payées différemment que les locaux qui travaillent dans leur propre pays. Les différents calculs sont les suivants. Home country based, qui est rémunération à domicile, où le salaire est basé sur le niveau de vie de leur pays d'origine. Deuxièmement, host country based, ou basé sur le pays d'accueil, où le salaire est basé sur le niveau de vie du pays d'accueil. Pensez peer package. Et troisièmement, headquarter based. Ça, c'est basé sur le pays du quartier général de l'entreprise. Ces différents manifestes prennent en considération divers facteurs, la durée du séjour, que ce soit le court terme ou long terme, le pays, les démographes, le type de mission, que ce soit projet, formation, développement, et dépendant si l'employé ou l'employeur qui fait la demande de ce déménagement. Il faut aussi prendre en considération les taux de change, les taux d'impôt et le coût de vie. Comment vous allez être payé, cela aussi dépendra du pays d'accueil, car votre rémunération peut continuer à être payée dans votre pays d'origine, dans le pays d'accueil, ou un fractionnement, où une partie de votre salaire est payée du côté du pays d'accueil et une partie dans le pays d'origine, ce qu'on appelle aux États-Unis split payroll. En résumé, à cause de ces éléments divers, la rémunération d'une personne qui va travailler à l'étranger sera différente. En général, la méthodologie la plus commune pour calculer la rémunération internationale est ce qu'on appelle le Balance Sheet Approach et qui est basé sur la rémunération à domicile. La supposition est que votre salaire est utilisé en 3 catégories. Premièrement, le logement. Deuxièmement, les coûts des biens et services. Et troisièmement, les impôts. Ça, c'est les impôts d'accueil et les impôts d'origine aussi. On prend aussi en considération la situation familiale, le nombre d'enfants et votre niveau personnel. Si vous êtes sur un salaire de base du pays d'accueil, le Balance Sheet Approach n'est pas applicable et vous êtes payé comme vos collègues locaux. On vient de parler de rémunération de salaire, mais aussi si on pense aux différés, ça ce sont les bonus, les options, les actions gratuites.
En général, votre employeur vous informera sur ces changements. Une chose à considérer sont les taux d'impôt dans le pays d'accueil et la manière de taxation si vous êtes taxé comme à la date d'attribution, la date de levée ou la date de l'exercice de ces différés. Aussi, pensez assurance santé. En temps d'assurance santé, votre couverture de santé peut nécessiter une couverture supplémentaire durant votre séjour à l'étranger. Beaucoup d'entreprises ont des couvertures d'assurance globale qui vous couvrira à l'étranger. Aussi, dépendant du pays, vous pouvez être couvert sous la couverture nationale du pays. Et si vous êtes en position locale, vous pouvez aussi vous inscrire à la CFE, ça c'est la Caisse des Français à l'étranger, et on en parlera un peu plus tard sur la CFE. Si on parle de sécurité sociale, dépendant du pays d'accueil, il est possible qu'il y ait un traité entre la sécurité sociale entre le pays d'origine et le pays d'accueil qui vous permettra de continuer à contribuer à la sécurité sociale et la retraite du pays d'origine si vous êtes en statut de détachement, ce qui n'est pas disponible pour les personnes qui sont ici étant locaux. Aussi, cela dépendra du plan de retraite de la société, la structure et aussi du manifeste applicable. Encore, si vous êtes local, vous allez payer les contributions de sécurité sociale et de retraite dans le pays d'accueil. Next slide. Alors, Christina, avant de passer au prochain slide, j'ai une question en fait. Tu avais dit qu'il y a peut-être des différences entre un déménagement permanent et un déménagement à court terme ou à moyen terme. Quelles sont peut-être quelques-unes de ces différences, surtout quand on discute les assurances maladie, la sécurité sociale, retraite. Quelles sont les différences entre quelqu'un qui vraiment déménage et se détache ou qui vient ici pour une période d'1 an, 2 ans, 3 ans? Donc, si on regarde le corridor États-Unis-France, aux États-Unis, sur la fiscalité américaine, c'est quelque chose qui est considéré court terme et quelque chose de pas plus d'1 an. Donc, si vous venez ici pour pas plus d'1 an, vous êtes considéré étant court terme, ou ce qu'on appelle a short-term assignment. En général, ces personnes qui sont ici court terme, ils continuent à contribuer à la sécurité sociale française, mais encore, ça dépend de l'entreprise, car la sécurité sociale française est très, très chère. Pour les longs termes, en général, un déménagement long terme est entre 18 à 3 ans, qui peut être étendu jusqu'à 5 ans. Une fois qu'on dépasse 5 ans, en général, l'entreprise pense soit vous repatrier à votre pays ou vous devenez locaux et à ce moment-là, il faudra penser à obtenir la carte verte si vous ne pouvez pas étendre votre visa. Ok, merci. Okay. Donc, OK, next slide. Bénéfices et avantages en nature. En général, votre entreprise va vous fournir un soutien pour vos coûts de déménagement qui inclut non seulement les coûts de déménagement de votre famille et de vos affaires personnelles, logement temporaire entre 2 à 4 semaines, mais aussi qui peut aller jusqu'à 1 à 3 mois, encore dépendant de votre entreprise, logement permanent durant votre séjour à l'étranger, le coût de vie différentiel, ce qu'on appelle aux États-Unis Cost of Living Allowance, ou COLA, où l'entreprise ajoute à votre salaire un montant spécifique pour protéger votre pouvoir d'achat dans le pays d'accueil. Un paiement forfaitaire pour couvrir les coûts extraordinaires de déménagement, comme les pièces électroniques. Comme vous savez, le voltage français et le voltage américain, aux États-Unis, je pense que c'est 120 et en France, c'est à 220. Donc, quelquefois, les pièces électroniques ne marchent pas aux États-Unis et vice-versa. Et aussi les impôts du pays d'accueil pour ceux qui sont égalisés au pays d'origine. L'entreprise peut aussi vous fournir des remboursements pour l'école des enfants. En général, ça n'inclut pas les coûts de l'université. Les billets d'avion pour la famille pour revenir chez soi, en général, c'est 1 fois par an pour garder les relations familiales, les amis et les collègues durant le pays d'origine. Quelquefois, ils peuvent vous donner une voiture et aussi des soutiens pour les classes de langue et le soutien pour le conjoint. Alors, Christina, là, il faut que je redevienne fiscaliste pour une seconde. Alors,
tous ces bénéfices, est-ce qu'ils sont taxables en fait? Et s'ils sont taxables, c'est qui paye? J'espère que c'est pas l'employé qui paye ses taxes sur ces bénéfices. Ben oui, c'est une très bonne question. Alors, justement, la question qui suit est qui paye l'impôt sur ces bénéfices en nature et si ces bénéfices sont taxables dans le pays d'origine et le pays d'accueil. Quand on parle de ces bénéfices, il est important de savoir si le bénéfice est payé brut ou net. Si le bénéfice est payé brut, cela veut dire que l'employé est responsable à payer les impôts. Si le montant est payé net, c'est l'employeur qui paye l'impôt. Donc, disons que votre contrat de travail inclut un bénéfice de logement net de 5 000 par mois, ce qui voudrait dire que vous allez recevoir 5 000 dans vos poches pour payer le logement. Et si ce montant est taxable, c'est l'entreprise qui va payer tous les impôts d'origine et d'accueil sur ce montant. En revanche, si votre contrat de travail inclut un bénéfice de logement brut de 5 000, c'est vous, l'employé, qui va être responsable pour payer tous les impôts et le montant que vous allez recevoir en poche sera beaucoup moins de 5 000 $. Donc, il est très, très important, quand vous regardez à votre contrat, si les bénéfices sont payés bruts ou nets. Et Christina, est-ce que ce sujet d'habitude, d'après ton expérience, est-ce qu'il est négociable avec l'entreprise? Et deux, est-ce que, d'après ce que tu vois toi, est-ce que la plupart de ces bénéfices sont nets ou grosses, ou est-ce que c'est un mélange? En général, ça peut être un mélange. Et aussi, ça dépend du manifeste de l'entreprise, quelle est la policy de l'entreprise, si vous voulez. En général, les logements temporaires, quand vous arrivez dans votre nouveau pays et vous mettez en corporate housing, en général, ces coûts, c'est l'entreprise qui paye. Pour le logement additionnel durant votre séjour à l'étranger, cela dépend de votre niveau et aussi du manifeste de l'entreprise. Si, en général, ils vous payent le logement durant votre séjour, en général, ça, c'est quelque chose qui est payé net. C'est aussi probable qu'ils vous donnent ce qu'on appelle un lump sum relocation payment. Donc, ils vous donnent, disons, 10 000 à 20 000 $, ou dépendant de votre niveau et de votre famille, si vous êtes célibataire ou si vous avez marié avec des enfants. Quelquefois, ce montant peut être payé brut. Mais ce qui est très important avant de partir à l'étranger, c'est de regarder ce contrat pour voir qu'est-ce qui est payé net, qu'est-ce que vous allez recevoir en poche et quelle est votre responsabilité du côté fiscal. Bien. Donc maintenant, on va passer un peu plus de temps sur les logements. Le coût de logement peut être plus ou moins cher dans le pays d'accueil. Cela dépend du pays, de la ville et du quartier. La plupart des familles qui ont des enfants veulent vivre près des écoles internationales, comme le lycée français, qui sont en général des quartiers plus chers. Aussi, la sécurité est très importante et doit être considérée, et aussi l'inventaire des logements, qui quelquefois peut être aussi faible. Aussi, trouver un logement dans un pays peut être un défi. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises travaillent avec des fournisseurs de relocalisation dans le pays d'accueil pour aider dans les recherches. Les éléments typiques qui font partie de la recherche comprennent non seulement le salaire de l'employé, ce que vous pouvez vous permettre de payer, être près du bureau de travail, la sécurité des quartiers, les quartiers où vivent vos collègues et l'image que veut projeter l'employeur, par exemple, être dans un lieu de divertissement pour les clients. Aussi, pensez qui va signer le contrat du logement et qui va payer le logement, que ce soit l'employeur qui paye le logement directement ou est-ce qu'il rembourse l'employé. Il peut avoir des avantages fiscaux si payé par l'employeur, dépendant du pays. Surtout, je pense à Hong Kong, par exemple. Et le dépôt de garantie, qu'est-ce qui va payer ce montant? Et finalement, ne pas oublier d'obtenir des assurances pour vous protéger. Aussi, le montant de logement qui sera payé par votre employeur dépendra de la politique de l'entreprise et la durée du séjour dans le pays d'accueil. En général, l'objectif est d'avoir l'employé payer une partie du logement à travers une réduction de base de logement sur leur salaire. Pensez ce qu'on appelle la housing norm. Et aussi ajouter le coût actuel du logement au salaire de base.
Les calculs peuvent être un peu compliqués et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises embauchent des consultants pour ces calculs. En question de louer ou acheter dans le pays d'accueil. En général, la politique de l'entreprise décourage les employés d'acheter des propriétés dans le pays d'accueil. Si l'entreprise paye le coût du logement pour un employé qui vient d'acheter la propriété, l'entreprise est en train de dérenforcer l'équité, ce qui n'est pas l'objectif de l'entreprise. Dans ces cas, l'entreprise peut réduire le soutien du logement ou l'arrêter complètement. Acheter une maison ou un appartement à l'étranger peut aussi causer des problèmes fiscaux comme l'impôt sur la plus-value, les pertes pour des causes des taux de change et aussi les marchés. Si vous décidez de louer la propriété, la propriété que vous venez d'acheter, vous allez aussi devoir continuer à faire des déclarations d'impôts annuelles dans le pays d'accueil après votre départ. Il faudra aussi garder un compte en banque pour recevoir les revenus de location et payer les dépenses. En question de vendre ou louer sa propriété principale dans le pays d'origine, beaucoup de familles qui partent à l'étranger, en général, louent leur propriété. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à considérer avant de vendre une propriété, comme est-ce que vous pensez retourner dans votre pays d'origine après votre mission? Pensez-vous retourner dans la même propriété ou dans la même ville? Et si vous vendez votre propriété, quel est l'impact d'investissement long terme? Et si vous vendez quand les marchés sont faibles, est-ce que votre entreprise va vous protéger sur les pertes de la vente? Et si vous devez payer des impôts sur la plus-value de la vente, du point fiscal, est-ce que votre entreprise va vous soutenir? Pensez les coûts de commission, etc. En général, les entreprises ne recommandent pas que leurs employés vendent leur propriété durant leur séjour à l'étranger si la mission est temporaire, en général entre 1 à 5 ans. Si l'employé pense louer leur propriété, il faut aussi prendre en considération les marchés de location, les coûts, les impôts à payer non seulement dans le pays d'origine, mais le pays d'accueil, si le pays d'accueil vous impose un impôt global sur tous vos revenus, et aussi le soutien de l'employeur. Next slide. Alors, un petit point à faire, Christina, avant, et là, c'est plutôt une observation fiscale, mais je rajoute un peu au fait que acheter un appartement ou une maison aux États-Unis, surtout quand on est citoyen étranger, non seulement les problématiques que Christina a mentionnées, mais aussi les règles fiscales pour les propriétaires d'immobilier aux États-Unis qui sont étrangers sont très strictes au niveau reporting, au niveau retenue à la source. Et donc, c'est pas simplement acheter une maison pour habiter, ça vous met dans un saut de reporting très compliqué. Donc, une autre chose à réfléchir ou un autre point à prendre en pensée avant d'acheter une maison aux États-Unis, ça peut devenir très compliqué. Oui, aussi, je vais ajouter aussi, si vous achetez une maison, si vous n'êtes pas citoyen américain ou carte verte, et vous achetez une maison aux États-Unis et vous retournez en France, si vous louez la maison, il y aura des déclarations à faire chaque année. Et aussi, si vous pensez vendre votre propriété une fois que vous êtes non-résident américain, à la date de la vente, c'est très possible qu'ils font une retenue à la source de 10% du sale price, du coût de la propriété, et il va falloir faire une déclaration d'impôt l'année suivante pour pouvoir récupérer au moins une partie des 10% qui ont été retenus. Exactement. Et aussi ne pas oublier du côté État. En général, les 10% c'est du côté fédéral, mais il faut aussi penser du côté État. OK. Donc, maintenant, on va parler un peu plus sur les impôts. Alors, les impôts à payer durant votre séjour à l'étranger vont être différents que vous avez l'habitude de payer avant votre départ. La différence dépend de 3 facteurs. Votre revenu imposable, qui sont les avantages en nature, les taux d'impôt dans le pays d'accueil et les éléments de revenus qui continuent d'être imposables dans votre pays d'origine. Dépendant du package de rémunération internationale que vous avez,
sous la politique de remboursement d'impôts pour l'égalisation des impôts, l'impôt net à payer sera plus ou moins stable de ce que vous aurez payé avant d'accepter votre mission à l'étranger. Sous ce système, l'employé paye plus ou moins ce qu'il aurait dû payer avant de partir à l'étranger. Il paye un impôt, ce qu'on appelle un impôt hypothétique, et l'employeur paye tous les impôts actuels, pays d'origine et pays d'accueil. Un calcul spécial est préparé après la préparation de la déclaration d'impôt pour déterminer ce que l'employé aurait dû payer aurait-il resté dans son pays d'origine. Ce qu'on appelle a tax equalization calculation, ce qui veut dire on égalise l'impôt à votre pays d'origine. Encore, l'objectif est que l'employeur ne paye ni plus ni moins de ce qu'il aurait dû payer dans le pays d'origine. Si la politique de remboursement est pour protection d'impôts, l'employé ne paiera pas plus d'impôts que s'il devrait payer dans le pays d'origine. Néanmoins, si l'impôt actuel durant votre séjour à l'étranger est plus faible, l'employé garde la différence. Donc ça, c'est pour la protection d'impôts. Parce qu'il garde, si l'impôt est plus faible, il garde ce qu'on appelle aux États-Unis the windfall. Si en revanche vous êtes locaux, vous payez tous les impôts sur vos salaires, vos revenus personnels, impôts d'origine et impôts d'accueil, et l'employeur va payer les impôts sur les bénéfices et les avantages en nature. En général, pour la préparation de la déclaration d'impôt, votre entreprise embauche les services experts comptables comme KPMG pour aider leurs employés avec leur déclaration d'impôt du pays d'origine et aussi du pays d'accueil, qui peut inclure non seulement pour les années où l'employeur est physiquement à l'étranger, mais aussi les années suivantes, si l'employé a des bonus, des différés, qui sont payés dans les années suivantes pour une performance à l'étranger. Si vous n'avez pas le support de l'entreprise, en général, les ambassades, les consulats ou les chambres de commerce auraient des références à vous donner. Durant votre séjour à l'étranger, il sera très important de garder la documentation sur les jours de travail dans chaque pays. Si vous avez des enfants, si vous achetez une maison, si vous louez votre maison dans le pays de domicile, d'origine, si vous investissez, si vous avez des investissements et les détails sur les intérêts, les dividendes et les plus-values, et aussi si vous faites des contributions à votre retraite dans le pays d'origine. Si vous avez des enfants et vous voulez réduire vos impôts, il va falloir se renseigner sur les démarches à faire. Aux États-Unis, si vos enfants ne sont pas américains ou n'ont pas la carte verte, il va falloir obtenir un numéro d'identification pour les impôts pour pouvoir les déclarer sur votre déclaration. Si vous êtes sur un programme de tax equalization ou égalisation d'impôts sur le pays d'origine ou sur un régime de protection d'impôts, un calcul de réconciliation sera préparé après avoir complété la déclaration d'impôt. Cette réconciliation est préparée en général par les experts comptables en charge de la préparation de votre déclaration. Ce calcul est fait pour déterminer votre impôt final hypothétique du pays d'origine. En base de calcul, on détermine si le paiement ou le remboursement d'impôt vous appartiennent ou non. Alors, si on regarde les personnes qui sortent des États-Unis en mission, donc c'est une personne qui est aux États-Unis et qui va en mission à l'étranger. Donc, si vous êtes américain, vous avez la carte verte et partez en mission à l'étranger, vous ne cassez pas la résidence américaine. Étant dans cette catégorie, vous êtes taxé sur vos revenus globaux. Alors, pour alléger le fardeau de double taxation, vous pouvez prendre un crédit d'impôt contre vos impôts fédéraux US à ne pas dépasser le taux fiscal. Donc, si vous êtes à Londres et votre taux d'impôt à Londres est de 45% et celui aux États-Unis est de 37%, le crédit autorisé ne sera pas plus de 37% sur votre déclaration américaine. En général, on ne peut pas faire une demande de remboursement sur la déclaration US pour les impôts payés à Londres qui sont plus forts que le taux d'impôt américain. Important à savoir aussi que les impôts payés à l'étranger ne sont pas créditables sur la déclaration des déclarations d'impôt à l'État, comme les déclarations que vous faites à New York, en Californie ou en New Jersey. À part des crédits d'impôt pour alléger le fardeau de double taxation, quand vous sortez des US, dépendant de votre position de résidence à l'étranger et le nombre de jours passés à l'étranger,
vous pouvez exclure une partie de votre rémunération et aussi une partie du coût du logement jusqu'à un certain montant d'environ 110 000 actuellement. Alors, si vous venez en mission aux États-Unis de France, il faut aussi prendre en compte les différences de taxation sur les investissements français, car il est très probable que certains investissements français qui ne sont pas taxables en France seront taxés aux États-Unis. Commençons par le plan d'épargne entreprise, PEE. Les contributions patronales, abondements, intéressements, participations et les dividendes qui sont réinvestis dans le fonds sont taxables aux États-Unis. Si vous avez de l'assurance vie, le régime d'assurance vie n'est pas reconnu aux États-Unis. Donc, si vous avez ce type d'investissement, on regarde quel type d'investissement vous avez dans l'assurance vie pour déterminer les montants à taxer. La plupart des assurances vie sont investies dans des fonds en euros et les intérêts dividendes qui sont réinvestis dans ce fonds sont taxables. Si vous avez un PEL, plan épargne logement, les intérêts sont aussi taxables aux États-Unis. Pour les sociétés civiles immobilières, les SCI, cette structure n'est pas considérée comme cette structure est considérée comme un partenariat qui engage des formulaires additionnels à compléter qui incluent les bilans et états de résultats. Si vous avez un SAS, un SAL, un EARL, ce sont les sociétés par actions simplifiées, sociétés à responsabilité limitée, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Comme les SCI, ces structures sont considérées comme des entreprises qui eux aussi engagent des formulaires additionnels à compléter. Si vous avez des investissements dans des fonds communs de placement dépendant du fonds, comme les SICAV, ETF, ces investissements peuvent être considérés ce qu'on appelle aux États-Unis des PFIC, Passive Foreign Investment Companies, qui eux aussi sont sujets à des formulaires complémentaires. Donc, si vous venez en mission à l'étranger et vous êtes considéré comme résident, vous allez aussi devoir déclarer des comptes à l'étranger si la valeur de vos comptes dépasse 10 000 durant l'année, 10 000 $ US. C'est ce qu'on appelle the Foreign Bank Account Reporting, ou FBAR Reporting. Sous les règles du FBAR, il ne faut pas aussi oublier de déclarer les comptes où vous avez l'autorité de signer sur ces comptes. Vous pouvez aussi être sujet au FATCA. Ça, c'est FATCA Reporting, ça, c'est le Foreign Asset Tax Compliant Act, où les montants sont différents que le seuil du FBAR, où il faudra aussi déclarer la valeur de vos comptes de retraite et vos actions gratuites et options de l'entreprise. Les seuils du FATCA sont différents que le FBAR. Donc, c'est 50 000 si vous êtes célibataire, donc si le montant du compte à la fin de l'année est de 50 000, et 100 000 si vous êtes marié et faites une déclaration jointe. Aussi à savoir, c'est si vous êtes pacsé, les États-Unis ne reconnaissent pas ce concept, donc vous serez considérés tous les deux comme célibataires, ce qui peut affecter votre sécurité de santé. Alors, pour le repatriement du pays d'origine, pour faciliter la réintégration dans l'entreprise, dans le pays d'origine, l'employé devrait rester en contact avec les ressources humaines et la gestion hiérarchique durant la période que vous êtes à l'étranger. En général, le même soutien que vous avez reçu en partant à l'étranger sera couvert en rentrant dans le pays d'origine. Il peut y avoir des situations où l'entreprise veut étendre la durée de l'expatriation. Dans ces situations, il faudra peut-être étendre la durée du visa ou peut-être même vous localiser dépendant de la durée que vous êtes à l'étranger, qui est en général entre 3 et 5 ans. Si vous êtes aux États-Unis et vous ne pouvez pas étendre votre visa, il faudra penser à faire une demande de carte verte, qui est la résidence permanente, qui peut prendre en ce moment entre 1 an et demi et 2 ans. En général, si on vous localise, les soutiens de l'entreprise, comme le logement, les voyages au pays d'origine et les coûts de l'école s'arrêtent et votre rémunération est établie en local. Aussi, avant de rentrer dans votre pays d'origine, il est important d'aviser les sociétés financières de votre sortie du pays d'accueil pour qu'ils peuvent mettre à jour votre adresse et votre situation de résidence. Next slide. Alors, Christine, avant de passer, j'ai entendu
beaucoup de formulaires à remplir, de déclarations, de formalités. Alors, donc, si je suis un individu, je viens aux États-Unis, je me dis, bon, ben, au niveau impôt, je vais rien payer puisque ma déclaration ici et en France net à zéro. Tous ces formulaires, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout remplir ça si j'ai pas d'impôt à payer? Ça, c'est la première question. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième, comme tu avais dit, qu'il y a des employeurs qui assistent leurs employés à remplir ces formulaires par engager un cabinet comme nous ou d'autres. Est-ce que ça veut dire que la responsabilité devient la responsabilité de l'employeur si ils offrent une assistance avec ces formulaires, ou est-ce que ça reste toujours sur l'employé, sur l'individu qui habite aux US? Alors, à la fin du jour, c'est la responsabilité de l'employé de déclarer ses formulaires. Même s'il ne savait pas qu'il devait remplir ce formulaire, ce n'est pas une excuse du point fiscal, du point des fiscalistes. Donc, si on commence par le FATCA, ça c'est les comptes à l'étranger, les 10 000. Et la France a un formulaire similaire pour les personnes qui viennent en France de l'étranger. Donc, si vous avez des comptes à l'étranger qui est en tout, donc ça peut être, vous pouvez avoir 3 comptes à l'étranger qui ne dépassent $10 000, mais si on fait l'addition et ils ont plus de $10 000, vous avez une responsabilité, un FBAR, Reporting Requirement. Donc, si vous ne complétez pas le FBAR durant la période où vous devez la présenter, vous pouvez avoir une pénalité de $10 000. Et si vous savez que vous avez une responsabilité et vous ne présentez pas le FBAR au fisc américain, c'est déclaré à la trésorerie américaine, vous pouvez avoir une pénalité civile de $100 000 ou jusqu'à 50% du montant du compte. Donc, c'est quelque chose qui est très important à savoir et à déclarer si vous avez une obligation à déclarer ces montants. Du côté des formules, donc si vous avez un SCI, en général, si vous avez une propriété en France et la structure est de SCI, ou si vous avez des entreprises comme un SAS, un SARL ou un EARL, et si vous avez une obligation à présenter ces formulaires, si vous ne les faites pas, il y a une pénalité de $10 000 par formulaire. Hein, et une fois que vous êtes notifié que vous avez un formulaire à déclarer, et c'est plus de 90 jours, c'est $10 000 par mois jusqu'à 60 000 pour chaque formulaire, pour chaque année. Donc, c'est quand même très important à savoir vos obligations à présenter ces formulaires. Et d'après ce que je sais du fisc américain, les pénalités ne sont pas enlevées très facilement. Donc, c'est des vraies pénalités qui peuvent être payées. Et j'ai eu des clients liés par des entreprises qui ont vraiment eu des problèmes avec ces sortes de formulaires, même s'ils ne l'avaient pas rempli, parce qu'ils ne le savaient pas. Comme Christina disait, pas savoir la loi n'est pas une excuse. Exactement, oui. Non, et c'est quand même c'est assez difficile la première fois peut-être, mais it's facts and circumstances. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre. C'est important de savoir ces formalités. Attends, j'essaie de... Donc, on va continuer avec la sécurité sociale. Donc, next slide, sécurité sociale. Je l'ai bougé, tu ne peux pas... Voilà, oui, voilà, OK. Alors, comme on a discuté précédemment, s'il y a un traité entre le pays d'origine et le pays d'accueil, et si l'employeur est en statut de détachement, l'employé peut continuer à contribuer à la sécurité sociale et à la retraite du pays d'origine
en obtenant un certificat de couverture, ce qu'on appelle aux États-Unis a Certificate of Coverage. En général, ce certificat de couverture, l'application est faite par l'employeur, pas l'employé. Et ces certificats sont en général pour un maximum de 5 ans. Si vous continuez à contribuer à votre retraite dans le pays d'origine, c'est possible de prendre une déduction sur votre déclaration, dépendant des règles du pays d'accueil et s'il y a un traité entre le pays d'origine, avec le pays d'origine. Entre la France et les États-Unis, il y a un traité qui autorise les Français aux États-Unis qui continuent à contribuer au régime de retraite français. Pensez Agir Arco, AGFF, et de prendre une déduction pour réduire la base imposable soumise à l'impôt américain. Pour les Français qui viennent en statut de détachement aux États-Unis, et donné que les coûts de contribution de sécurité sociale et retraite entre l'employeur et l'employé peut être jusqu'à 60%, environ 40% du côté employé et du côté employeur et 20% du côté employé, qui inclut les bénéfices en nature, beaucoup d'entreprises françaises ne gardent pas leurs employés sur le système de sécurité français durant leur séjour à l'étranger. En revanche, dépendant de la politique de l'entreprise, certaines entreprises permettent l'employé de continuer à contribuer à certaines pièces de la sécurité sociale et retraite, comme CFE Retraite, Agir, Arco et AGFF. Pour les personnes en conditions locales, ils peuvent continuer à contribuer au système français en s'inscrivant à la Caisse des Français à l'étranger, ce qu'on appelle la CFE. La CFE est un organisme de sécurité sociale créé pour proposer une couverture sociale aux Français expatriés qui aide à couvrir leurs frais de santé. La CFE est ouverte aux personnes de nationalité française qui sont salariés travailleurs indépendants et aux personnes sans activité qui incluent les étudiants et les retraités. Le coût de la CFE est en base de votre âge et de votre situation familiale. Pour une personne mariée entre 30 et 34 ans, le coût commence à environ 150 € par mois et si vous êtes célibataire, 70 € par mois. La contribution à la CFE est volontaire et couvre 3 types de risques: maladie, maternité et infirmité, indemnisation des accidents de travail et la retraite. Il y a quand même un inconvénient de la CFE qui inclut la faiblesse de remboursement qui est capée chaque fois que vous consultez chez le médecin. C'est aussi important d'adhérer à la CFE le plus tôt possible car un délai de carence s'applique si l'adhésion intervient plus de 3 mois après le début de votre expatriation. Une autre chose à considérer est le vesting de sécurité sociale et retraite. Aux États-Unis, pour la sécurité sociale, il faut contribuer au moins 10 ans dans le système pour être 100% vesté. Le traité de sécurité sociale avec les États-Unis vous permettra de prendre en considération les années que vous avez contribué soit dans le système français ou américain pour satisfaire ce vesting. Finalement, si vous contribuez à une retraite dans le pays d'accueil, il faut penser comment ça va être taxé lorsque vous allez prendre une distribution à la date de votre retraite. En résumé, avant d'accepter une mission à l'étranger, il est important de bien réfléchir à tous ces éléments et planifier pour que ce déménagement de votre mission soit réussi non seulement pour vous, mais votre famille, sans oublier les objectifs court terme et long terme. Merci bien pour votre attention. Christina, j'ai une question sur la sécurité sociale. Donc, pour clarifier un peu, et on a discuté ça au début, quelles sont les options différentes si on est ici dans une mission court terme, mi-terme ou long terme, quand on revient aux contributions sécurité sociale américaines ou françaises? Donc, si tu peux peut-être faire un petit récap pour quelqu'un qui... Alors, si on regarde la sécurité sociale est territoriale. Donc, vous payez la sécurité sociale en général, absent des traités. En général, vous payez la sécurité sociale dans le pays où vous travaillez. Hein, donc, c'est territorial. S'il y a un traité de sécurité sociale qui est très différent entre le traité fiscal,
donc traité fiscal. Il y a quelquefois, vous avez des pays où ils ont un traité fiscal, mais pas un traité de sécurité sociale. Donc, avec la France, on a un traité de sécurité sociale et un traité fiscal. En général, que vous soyez ici long terme ou court terme, encore ça dépend de la politique de l'entreprise, parce que la sécurité sociale française est tellement chère en comparaison à la sécurité sociale américaine, et surtout que tous les bénéfices pour une personne qui vient de France aux États-Unis, tous les bénéfices comme le logement, la scolarisation, etc., seront soumis à la sécurité sociale, ça devient très, très cher. Donc, en général, si on regarde le corridor France-US, les personnes qui viennent de France payent la sécurité sociale américaine. Okay. Si vous êtes américain ou vous avez la carte verte et vous êtes considéré comme, et vous restez ce qu'on appelle, vous êtes en détachement, et vous continuez à être considéré employé des États-Unis, la loi, le code américain dit que vous payez la sécurité sociale américaine. Mais ça dépend de l'entreprise, ça dépend si c'est une personne qui est ici pour 6 mois, ça c'est vraiment court terme où ils peuvent faire l'application du traité fiscal où ils ne payent pas d'impôts aux États-Unis. À ce moment-là, en général, cette personne va continuer à payer les impôts de sécurité sociale dans le pays d'origine. Okay. Ben, Christina, merci beaucoup pour ce petit tour de sujets à réfléchir pendant un déménagement. Il y a certainement beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques. Je sais que dans une quarantaine de minutes, c'est difficile à tout couvrir, mais j'espère quand même qu'on a donné à notre audience assez de pensées à réfléchir. Emmanuel, je reviens vers toi. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tu as des observations? Non, non, merci beaucoup. Je vous rappelle à tout le monde que, évidemment, on va vous envoyer, si vous êtes inscrit à ce webinaire, les coordonnées de Christina et de George de manière à ce que vous puissiez poser des questions, notamment, évidemment, si vous avez des questions plus techniques, fiscalité ou autres, auxquelles il est parfois difficile de répondre au cours de ces webinaires. N'hésitez pas à le faire. Vous pourrez revoir ce webinaire en différé. On a encore un tout petit peu de temps pour quelques questions. Il y en a une notamment qui concernait justement la question des cotisations à la Caisse des Français de l'étranger. Comment déterminer si oui ou non j'ai un intérêt à cotiser à la Caisse des Français de l'étranger? Est-ce qu'il y a des cas de figure qui font sens plus pour certaines personnes que pour d'autres, ou est-ce que c'est pas un peu de l'argent dépensé en vain, sachant que très souvent les remboursements sont assez minimaux? On parle là de cotisation santé, si je comprends bien la question. Oui, ça dépend de la famille. En général, si vous venez étant en détachement et votre entreprise vous autorise de garder une partie de la sécurité sociale, qui est en général CFE maladie et CFE retraite, donc vous l'avez déjà avec l'entreprise. Mais si vous êtes ici étant locaux, moi, je vous dirais visiter le consulat ou l'ambassade pour parler. Ils ont des personnes qui sont spécialistes pour vous donner plus ou moins si if it makes sense. Et comme vous disiez, si vous avez CFE maladie, la dernière fois que j'avais regardé sur l'Internet, je pense que c'est entre 25 et 30 € pour chaque visite de médecin. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Donc, et les montants mensuels à payer, pour une personne célibataire, c'est environ 70 €. Et pour une personne qui est mariée, c'est 150. Donc, il faut regarder le calcul. Si vous êtes jeune, si vous ne pensez pas aller beaucoup au docteur, mais je sais que le consulat à New York, ils avaient des spécialistes avant le Covid pour vous donner des informations sur la CFE. Alors, peut-être une dernière question. Celle-là, elle est classique. On l'a très souvent.
exit tax. Autrement dit, si je quitte, si je pars pour une période très très courte, 2 ans par exemple, dit-on dans cette question, est-ce que je vais devoir payer en France comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une exit tax, une taxe à payer pour finalement pouvoir s'acquitter de toutes ces obligations fiscales avant de devenir résident dans un autre pays? Cela dépend des pays. Je sais que le Canada a un exit tax. Une fois, Là, on parle de la France, de gens qui quittent la France. Alors, ça, je ne suis pas fiscaliste français. Je ne pense pas qu'il y a un exit tax. Ce n'est pas comme les États-Unis que si vous êtes américain ou vous avez les cartes vertes, vous êtes taxé sur vos revenus mondiaux. Si vous sortez de la France et vous venez aux États-Unis pour 2, 3, 4 ans, une fois que vous sortez de la France avec vous et votre famille, vous allez être considéré non résident. Il y a des situations où vous avez des personnes qui viennent aux États-Unis et la famille reste en France. À ce moment-là, il va falloir regarder au traité pour vraiment voir si vous avez cassé la résidence française et tant que votre famille reste en France. Donc, ce sont des choses à savoir. Il faut regarder mais en général, moi, ce que je vois avec mes collègues qui sont en France, il n'y a pas ce qu'on appelle un exit tax comme que vous avez au Canada où vous devez payer un montant sur tous vos biens. Mais il y aura quand même, si vous louez votre résidence principale en France et vous venez aux États-Unis, la France a le droit de vous taxer sur les revenus de location, sur la propriété qui est en France. Merci. Alors, on a une question de Fabien qui nous dit, avec une carte en poche, j'imagine que c'est une carte de résident, que dois-je déclarer au fisc américain en termes de biens immobiliers en France, en valeur, revenus locatifs, même si pas d'impôt en France du fait des déductions, assurance vie de droit français, assurance de droit luxembourgeois ou simple compte courant. Est-ce que l'un ou l'autre veut prendre cette question très vaste, Georges? Je laisse Christina, je peux rajouter après. Mais... Bon, premièrement, si vous avez des comptes à l'étranger, comme les assurances vie, donc tout ça, si ça dépasse $10,000 en tout, vous avez le FBAR, Filing Requirement, possiblement aussi le FATCA, Filing Requirement. Les intérêts, les dividendes, les plus-values dans l'assurance vie ou dans vos autres investissements sont taxés aux États-Unis. Alors, quand même, une chose à savoir aux États-Unis qui est différent que ce que vous avez en France, impôt sur la fortune. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas à payer un impôt sur la fortune sur tous les montants, ce qui dépasse, je ne sais pas, c'est 1,3 million, je ne sais pas ce que c'est en ce moment en France, mais non, il n'y a pas d'impôt sur la fortune en France. Mais par contre, vous allez devoir payer les intérêts et les dividendes, même si c'est réinvesti dans le fonds. Oui, ce que j'allais rajouter là, Emmanuel, c'est que si vous êtes citoyen ou résident fiscal américain, le fisc américain taxe en fait vos revenus global. Donc c'est très différent du reste du monde. On a un système fiscal global. Et donc, oui, si vous avez une maison en France que vous louez, vous déclarez vous êtes résident fiscal américain, ces loyers sont déclarés ici comme revenus aux US. Et voilà, c'est un système qui est très différent. Et ça, je peux vous dire, je connais beaucoup d'étrangers qui viennent ici, non seulement qui ne déclarent pas ces sortes de revenus parce qu'ils ne pensent pas, mais ensuite, si vous retournez en France, mais vous restez résident fiscal américain, vous avez toujours une obligation de déclarer votre déclaration fiscale américaine chaque année, même si vous n'habitez plus ici. On retourne un peu à la question de exit tax. Si vous voulez sortir du système fiscal américain, oui, à ce moment-là, il faut être très clair que vous sortez du système. Et il y a des restrictions assez importantes. On ne peut pas retourner aux US pendant 10 ans, etc. Donc, expatrier du système fiscal américain n'est pas facile. Et aussi, j'aimerais ajouter pour les personnes
Français qui viennent aux États-Unis et ils ont leur résidence principale est louée. Si vous êtes résident américain, vous êtes taxé sur vos revenus mondiaux. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir payer des impôts sur les revenus de location. Parce qu'aux États-Unis, on déprécie les propriétés à l'étranger, qui en général, c'est une autre dépense à prendre, c'est une dépense non cash. Et moi, je vous dirais que la plupart, au moins 90% des personnes avec qui on fait les déclarations d'impôts, qui ont une résidence qui est louée en France, ne payent pas d'impôts. Si le profit français sera probablement très différent que le profit américain, mais si quand même vous avez un profit sur cette propriété, même après la dépréciation que vous prenez, on peut prendre un crédit d'impôt sur la déclaration fédérale pour qu'il n'y ait pas une double imposition. Mais à la fin du jour, vous allez payer l'impôt le plus fort des deux pays. Une autre chose à savoir, c'est que le crédit d'impôt que vous payez en France est créditable sur la déclaration fédérale, pas la déclaration de l'État. Donc, si vous avez un profit et vous payez un impôt en France, probablement avec le crédit d'impôt, pas d'impôt de plus à payer au niveau fédéral, mais il y aura quand même un impôt à payer au niveau de l'État. C'est comme si vous êtes à New York ou à San Francisco ou à New Jersey. Très, très bien. Merci beaucoup. Alors, une petite dernière là, pour la route. Georges y a répondu par écrit, mais en cas de location d'un bien immobilier français, est-on doublement imposé FR et US? On peut juste peut-être rapidement dire la différence entre obligation de déclaration et qui n'implique pas nécessairement double imposition avec le fameux traité franco-américain. Georges. Oui, Christina vient de répondre à la question, voilà. En fait, quand j'étais en train de d'écrire la réponse, mais comme Christina a bien expliqué, il y a un système, justement le système de crédit d'impôt, le traité franco-américain, tout ça s'est mis en place justement pour éviter la double taxation, la double imposition. Donc, oui, il y aura une déclaration à faire. Oui, c'est possible que vous aurez des impôts à payer sur les locations ici, mais vous n'allez pas, en général, vous n'allez pas payer deux fois sur les mêmes revenus. C'est comme Christine a dit, vous allez payer l'impôt le plus fort d'habitude, mais pas deux fois. On espère. Merci beaucoup. Merci encore à tous les deux pour ces explications très claires, cette checklist très complète qui, je pense, est une bonne base. N'hésitez pas encore une fois à prendre contact si vous avez des questions plus précises, plus techniques peut-être, avec à la fois Christina et Georges, qui sont évidemment deux experts. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure. À très bientôt sur French Morning pour d'autres webinaires et très bientôt aussi avec KPMG. Merci. Merci Emmanuel. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.